Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Mrs. Dalloway dit qu'elle irait acheter les fleurs elle-même. Lucie avait de l'ouvrage par-dessus la tête. On enlèverait les portes de leurs gonds, les hommes de Ruhlmeyer allaient venir. Quel matin frais, pensait Clarissa Dalloway. On dirait qu'on l'a commandé pour des enfants sur une plage. Comme on se grise, comme on plonge. C'était ainsi jadis à Bourton, lorsqu'avec un petit grincement de gonds qui lui semblait encore entendre, elle ouvrait toutes grandes les portes-fenêtres et se plongeait dans le plein air. Il était frais, calme, et plus tranquille encore que celui-ci, l'air de Bourton au premier matin. Le battement d'une vague, le baiser d'une vague pure, vif, et même, elle n'avait alors que 18 ans, solennel. Debout devant la fenêtre ouverte, elle sentait que quelque chose de merveilleux allait venir. Elle regardait les fleurs, les arbres, où la fumée jouait, et les corneilles s'élevant puis retombant. Elle restait là, elle regardait. Soudain, la voix de Peter Walsh. « Rêverie parmi les légumes ?» Est-ce bien cela qu'il disait ? Ou « J'aime mieux les gens que les choux-fleurs ?» Était-ce bien cela ? Il devait l'avoir dit au déjeuner, un matin qu'elle était sur la terrasse. Peter Walsh. Il allait revenir de l'Inde un de ces jours, en juin ou en juillet. Elle ne savait plus car ses lettres étaient bien ennuyeuses. Mais ses mots, on s'en souvenait. Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, ses grogneries. Et lorsque tant d'images s'étaient évanouies, quelle drôle de chose, quelques mots comme cela à propos de choux. Elle se redressa un peu au bord du trottoir, laissa passer le camion de Durnal. Charmante personne, pensa Scrop Purvis, qui la connaissait comme on se connaît à Westminster quand on vit porte à porte. Un peu de l'oiseau en elle, du bleu-vert, léger, vif. Bien qu'elle ait plus de 50 ans et qu'elle soit devenue très blanche depuis sa maladie. Elle se tenait perchée, ne le vit pas, attendait pour traverser très droite. Quand on a vécu à Westminster, combien d'années maintenant ? Plus de 20. On sent au milieu du mouvement, si on s'éveille la nuit, Clarissa l'affirmait, une sorte d'arrêt, quelque chose de solennel, une pause qu'on ne peut décrire. Tout semble se figer. C'était son cœur, peut-être, disait-on, son cœur troublé par la grippe, avant que Big Ben sonne. Ah, il commence. D'abord, un avertissement musical, puis l'heure, irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvent dans l'air. Quels fous nous sommes, pensait-elle en tournant dans Victoria Street. Qui sait pourquoi nous l'aimons ainsi ? Pourquoi nous la voyons ainsi ? Pourquoi nous l'élevons autour de nous, la construisons, la détruisons et la recréons à chaque minute ? Les plus tristes mégères, les plus misérables débris assis au seuil des portes, l'ivrognerie les a perdus, font comme nous, aucune loi ne pourra les mater, j'en suis sûre. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment la vie. Dans les yeux des hommes, dans leurs pas, leur piétinement, leur tumulte, dans le fracas, dans le vacarme, voiture, auto, omnibus, camion, hommes, sandwich, traînant et oscillant, orchestre, orgue de barbarie, dans le triomphe et dans le tintement, et dans le chant étrange d'un aéroplane au-dessus de sa tête, il y avait ce qu'elle aimait, la vie, Londres, ce moment de juin. Car c'était le milieu de juin. La guerre était finie, sauf pour certains. Mrs. Foxcroft, qui hier à l'ambassade se rongeait de chagrin parce que ce joli garçon avait été tué et que maintenant le vieux Manor House passerait un cousin. Lady Bexborough, qui, disait-on, avait ouvert une vente de charité en tenant à la main un télégramme. John, son préféré, tué. C'était fini, Dieu merci, fini. Et voilà le mois de juin. Le roi et la reine étaient au palais. Et pourtant, bien qu'il fût encore très tôt, il y avait un bruit sourd de poneys galopants, des claquements de crosses et de crickets. Lord, Ascot, Ranelagh et tous les autres, voilés par le doux réseau gris-bleu de l'air matinal, qui plus tard se dissiperait, laisseraient voir sur les pelouses et sur les pistes les poneys bondissants qui frappent à peine le sol de leurs pieds de devant et s'élancent, les ardents jeunes gens et les jeunes filles rieuses aux transparentes mousselines, qui ce matin même, après avoir dansé toute la nuit, promenaient leurs ridicules chiens aux poils de laine. Déjà de discrètes douairières partaient dans leurs voitures pour des courses mystérieuses. Les marchands s'agitaient dans leurs vitrines, avec leurs pierres fausses et leurs diamants, et ces charmantes vieilles broches vert de mer aux montures XVIIIe siècle qui tentent les Américains. Mais il faut économiser. Ne pas faire pour Élisabeth trop de folles dépenses. Et elle aussi qui aimait ces choses d'une absurde et fidèle passion, qui en faisait partie, puisque sa famille avait figuré à la cour sous les Georges, elle allait, ce soir même, se mettre en frais et illuminer. Elle allait donner sa soirée. Mais quelle chose étrange,
En entrant dans le parc, ce silence, cette brume, ce bourdonnement, les canards heureux qui nageaient lentement, les oiseaux pansus qui se dandinaient. Et qui vient donc là-bas, du côté des ministères justement, avec un portefeuille aux armes royales? C'est Hugh Whitbread, son vieil ami Hugh l'admirable. « Comment va Clarissa ?» s'écria Hugh en exagérant un peu. Il s'était connu tout enfant. « Où allez-vous ainsi ?»« J'adore marcher dans Londres, dit Clarissa. C'est beaucoup plus agréable qu'à la campagne. » Il venait d'arriver en ville, hélas, pour consulter les docteurs. On vient à Londres pour voir les expositions, aller à l'opéra, faire sortir ses filles. Les Whitbread venaient pour consulter les docteurs. Que d'innombrables visites Clarissa avait faites à Evelyn Whitbread dans des cliniques. Evelyn est de nouveau malade. Evelyn est assez patraque, dit Hugh, avec une moue, et en gonflant un peu son très beau corps, un peu gros mais si noble, si parfaitement soigné. Il était comme d'habitude trop bien mis, à cause de sa petite charge à la cour. C'était sans doute nécessaire. Il voulait dire par là que sa femme souffrait d'un mal interne. Oh, rien de sérieux. Clarissa, sa vieille amie, comprendrait parfaitement sans l'obliger à préciser. Mais oui, elle comprenait. Quel ennui. Et elle se sentit émue comme une sœur, et aussi drôlement gênée à cause de son chapeau. Ce n'était pas exactement le chapeau du matin, n'est-ce pas? Car devant Hugh, qui s'empressait, la saluait très bas, lui disait qu'elle avait 18 ans et que certainement il irait à sa soirée, Evelyn y tenait absolument. Mais peut-être arriverait-il tard à cause de la réception du palais, où il devait conduire un des fils de Jim. Elle se sentait toujours un peu empruntée, un peu pensionnaire. Mais elle avait de l'affection pour lui. Elle l'avait toujours connu, et puis c'était un bon garçon à sa manière, il est vrai, car il exaspérait Richard et Peter. Peter n'avait jamais pardonné à Clarissa cette amitié. Tant de scènes à Bourton. Peter était toujours furieux. Bien sûr, Hugh ne pouvait pas lui être comparé, mais ce n'était pas non plus un parfait imbécile, une tête de coiffeur, comme Peter le disait. Quand sa vieille mère lui demandait de ne plus chasser, de l'accompagner à Bath, il le faisait sans rien dire, vraiment, il n'était pas égoïste. Peter déclarait qu'il n'avait ni cœur ni cervelle, rien que des manières et l'éducation d'un gentleman anglais. Oui, c'était bien là son cher Peter, dans ses pires moments. Il était intolérable, impossible. Mais quel délicieux compagnon ce serait par un matin comme celui-ci. Juin avait fait sortir toutes les feuilles sur les arbres. Les mères de Pimlico allaitaient leurs bébés. Des messages passaient de la marine à l'amirauté. Arlington Street et Piccadilly semblaient échauffer l'air du parc et soulever ses feuilles brûlantes, brillantes, sur les ondes de cette divine vitalité que Clarissa adorait. Danser, monter à cheval. Elle avait tant aimé tout cela. Il pourrait bien, Peter et elle, rester séparés pendant des siècles. Elle n'écrivait jamais, ses lettres à lui étaient si sèches. Mais un jour, tout à coup, cette pensée lui viendrait. S'il était ici avec moi, que dirait-il? Certains jours, certains spectacles l'évoquaient pour elle, doucement, sans rien de l'ancienne amertume, ce qui peut-être est la récompense d'avoir aimé les gens. Ils reviennent au milieu de St. James Park par un beau matin. Oui, vraiment. Mais de la beauté du jour, des arbres, de l'herbe, de la petite fille en rose, Peter ne voyait jamais rien. Si elle lui disait de regarder, il mettait ses lunettes, il regarderait. Ce qui l'intéressait, c'était l'état du monde. Wagner, Pope, et surtout les caractères des gens et les défauts de Clarissa. Il la grondait, il discutait. Il disait qu'elle épouserait un premier ministre et se tiendrait en haut de l'escalier. Maîtresse de maison parfaite, disait-il. Ce jour-là, elle avait pleuré dans sa chambre. Elle avait tous les traits d'une maîtresse de maison parfaite. Et la voilà, dans St. James Park, qui discutait encore, qui se prouvait encore qu'elle avait eu raison de ne pas l'épouser. Oui, bien raison. Car dans le mariage, il faut un peu de liberté, un peu d'indépendance pour qu'on puisse vivre ensemble tous les jours de la vie dans la même maison. Cela, Richard le lui accordait, et elle aussi. Où était-il, par exemple, ce matin? Dans un comité, sans doute. Elle ne lui demandait jamais. Tandis qu'avec Peter, tout devait être partagé, tout examiné, c'était intolérable. Aussi, quand arriva la scène du petit jardin près de la fontaine, elle fut obligée de rompre. Ça aurait été leur ruine, leur perte à tous les deux, elle en était sûre. Pourtant, pendant des années, elle avait senti comme une flèche plantée dans son cœur le chagrin, la souffrance de cette rupture. Et puis, quel horrible moment le jour où dans un concert, quelqu'un lui dit qu'il venait de se marier. Une femme rencontrée sur le bateau des Indes, jamais elle n'oublierait. « Vous êtes prude, froide, sans cœur, disait-il, vous ne comprendrez jamais combien je vous aime. » Sans doute elle comprenait ces orientales, ces jolies sottes, niaises, frivoles. D'ailleurs, elle plaçait mal sa pitié. Il se disait heureux, tout à fait heureux. Bien qu'il n'eût jamais rien fait dont on pût parler. Il avait raté sa vie.
Cela l'irritait encore. Elle avait atteint les grilles du parc. Elle s'arrêta un moment, regarda les omnibus de Piccadilly. Jamais, maintenant, elle ne dirait de quelqu'un « il est ceci, il est cela ». Et elle se sentait très jeune, en même temps vieille à ne pas le croire. Elle pénétrait comme une lame à travers toute chose. En même temps, elle était en dehors et regardait. Elle avait la sensation constante, et les taxis passaient, d'être en dehors, très loin, en mer, et seule. Il lui semblait toujours qu'il était très, très dangereux de vivre, même un seul jour. Et cependant, elle ne se croyait pas intelligente, pas plus que les autres en tout cas. Comment avait-elle pu traverser la vie avec les bribes de savoir que Fraulein Daniel lui avait donné? Elle ne pouvait le comprendre. Elle ne savait rien. Ni langue étrangère, ni histoire. Elle lisait très peu, à présent, sauf des mémoires dans son lit. Cependant, elle se laissait absorber tant de choses. Les taxis qui passaient. Et elle ne pourrait pas dire de Peter ni d'elle-même « je suis ceci, je suis cela ». Un seul don, connaître les gens presque par instinct, pensait-elle en marchant. Laissez-la seule avec quelqu'un, et son dos se hérissera ou elle ronronnera comme une chatte. Devonshire House, Bath House, la maison aux cacatoès de porcelaine. Elle les voit encore, tout illuminées. Elle se souvient de Sylvia, de Fred, de Sally Seton, de quantité de gens, et d'avoir dansé des nuits entières. Les camions passaient pesamment, allant au marché, et elle rentrait en voiture par le parc. Une fois, elle avait jeté 1 shilling dans la serpentine. Ce souvenir. Tout le monde se souvient. Ce qu'elle adore, c'est cela qui est là devant elle, cette grosse dame dans ce taxi. Mais alors, se demande-t-elle en marchant vers Bond Street, alors, cesser de vivre, ce n'est rien? Tout ceci continuera sans moi? Est-ce que j'en souffre? Au contraire. N'est-il pas consolant de penser que la mort met fin à tout? À moins que dans les rues de Londres, sur le flux et le reflux des choses, ici ou là, je ne survive, Peter aussi, que nous survivions l'un dans l'autre. Je suis mêlé, c'est sûr, aux arbres de chez moi, à cette maison bien qu'elle soit laide, qu'elle tombe en ruine, à des gens que je n'ai jamais vus. Je m'étends comme de la brume entre les personnes que je connais le mieux, qui me soulèvent comme j'ai vu les arbres soulever la brume sur leurs branches. Cela s'étend si loin, ma vie, moi-même. À quoi rêvait-elle devant la vitrine de Hatchard? Qu'essayait-elle de retrouver? Quel souvenir de blanche aurore dans la campagne? Elle lut dans le livre grand ouvert. Ne crains plus la chaleur du soleil, ni les colères du furieux hiver. Cette récente expérience de l'humanité a fait naître chez tous, hommes et femmes, une source de larmes. Des larmes, des chagrins, du courage, de l'endurance, une attitude absolument vaillante et stoïque. Par exemple, la femme qu'elle admire le plus, Lady Bexborough, lorsqu'elle a ouvert la vente. Il y avait à l'étalage John Tenjolity de Jorrock, So Happy Sponge, les mémoires de Mrs. Aquish et Big Game Shooting in Niagara, tous ouverts. Que de livres! Mais aucun qu'elle puisse vraiment apporter à Evelyn Whitbread dans sa clinique. Il n'y a pas le livre qui l'amuserait, qui pourrait donner à cette petite femme incroyablement sèche un air aimable juste pour un moment quand Clarissa entrera. Ce sera ensuite l'interminable causerie habituelle sur les maux des femmes. Comme je le désire, que les gens aient l'air contents quand j'entre, pensa Clarissa. Et elle se détourna et revint vers Bond Street ennuyée, parce que c'est si sot de faire les choses pour des raisons extraordinaires. Pourquoi ne pas être comme Richard, qui fait les choses pour elle-même, tandis que moi, pensa-t-elle, en attendant pour traverser, la moitié du temps, je fais les choses pour que les gens pensent ceci ou cela. Et c'est idiot. Le policeman levait la main. Car personne ne s'y laisse prendre. Oh, si je pouvais recommencer ma vie, pensa-t-elle en montant sur le trottoir, avoir même une autre figure. D'abord, elle aurait été brune, comme Lady Bexborough, avec une peau basanée et des yeux magnifiques. Puis, comme Lady Bexborough, lente et imposante, assez forte. Elle se serait intéressée à la politique, comme un homme. Elle aurait eu une maison de campagne. Elle aurait été une femme très digne, très sincère. Tandis qu'elle était mince comme un échalas avec un petit visage ridicule et un nez en bec d'oiseau. Elle se tenait bien, c'est vrai, elle avait de jolies mains, de jolis pieds. Et elle s'habillait bien, elle ne dépensait presque rien. Mais souvent, ce corps qu'elle habitait, elle s'arrêta pour regarder un tableau hollandais, ce corps avec toutes ses facultés semblait n'être rien, rien du tout. Drôle d'impression. Elle se sentait invisible, inaperçue, ignorée. Plus de mariage à présent, plus de maternité.
Rien que cette promenade étonnante, un peu solennelle avec la foule dans Bond Street. Et c'est là, Mrs. Dalloway, non, plus même Clarissa, c'est là, Mrs. Richard Dalloway. Bond Street l'enchanta. Bond Street, le bonheur, le matin, au printemps, ses drapeaux flottants, ses magasins, rien de voyant, rien d'éclatant. Une pièce de tweed dans la maison où son père avait acheté ses vêtements pendant 50 ans, quelques perles, un saumon sur un bloc de glace. C'est tout, dit-elle en regardant la poissonnerie. C'est tout, répéta-t-elle arrêtée un instant devant un magasin où l'on trouvait avant la guerre des gants presque sans défaut. Et son vieil oncle William aimait à dire qu'on reconnaît une lady à ses gants et à ses souliers. Il s'était retourné sur son lit un matin, au milieu de la guerre, il avait dit « En voilà assez, les gants et les souliers ». Il avait un faible pour tous les gants, mais sa fille Elisabeth n'y tenait pas du tout. Pas du tout, pensa-t-elle en remontant Bond Street vers un magasin où on lui gardait des fleurs quand elle donnait une soirée. Elisabeth préférait son chien à tout. La maison entière, ce matin, sentait le goudron. Et Miss Killman. Plutôt le pauvre Grisel que Miss Killman. Plutôt la maladie, le goudron et tout ce qui s'ensuit que de rester des journées entières claquemurées dans une chambre étouffante avec un livre de prière. Plutôt n'importe quoi, avait-elle envie de dire. Peut-être n'était-ce, comme le disait Richard, qu'une de ces crises que toutes les jeunes filles traversent. Peut-être était-elle amoureuse. Mais pourquoi de Miss Killman ? Certainement, on avait mal agi avec Miss Killman, il ne fallait pas l'oublier. Et Richard disait qu'elle était très intelligente, qu'elle avait vraiment l'esprit historique. Toujours est-il qu'elles étaient inséparables et Elisabeth, sa propre fille, allait communier. Quant à sa toilette et aux invités de sa mère, elle s'en moquait. L'exaltation religieuse, pensait Clarissa, est comme la maladie. Elle rend les gens revêches, ennuyeux, durs. Miss Killman ferait n'importe quoi pour les Russes, pour les Autrichiens, elle se laisserait mourir de faim, mais dans la vie privée, elle vous cause de vraies souffrances à force d'insensibilité. Et son Macintosh vert. Depuis des années, elle portait ce vêtement. Elle transpirait. Elle n'était pas 5 minutes dans une pièce sans vous faire sentir combien elle vous était supérieure, qu'elle était pauvre et vous riche, et que dans le bouge où elle vivait, elle n'avait ni un coussin, ni un tapis, ni peut-être même un lit. Elle avait l'âme, toute rongée par cette injustice qu'elle ne pouvait oublier, son renvoi de l'école pendant la guerre. Pauvre fille, aigrie, malheureuse. Ce n'est pas elle qu'on déteste, mais l'idée qu'on a d'elle. Une idée grossie de beaucoup de choses. Qui certainement n'était pas Miss Killman. Une sorte de spectre pareil à ceux contre lesquels on se débat la nuit, qui nous saisissent et nous sucent une partie de notre sang, oppresseur, tyrannique. Il lui suffit peut-être d'un hasard, d'un autre coup de dé, le noir dessus et non le blanc, pour qu'elle pût aimer Miss Killman. Mais en ce monde, elle ne pouvait pas, non. Elle s'énervait pourtant de sentir ce monstre, cette brute remuer en elle, de sentir dans son âme, au profond de cette forêt encombrée de feuilles, de griffes, se planter et d'entendre des rameaux craquer. Jamais n'être tout à fait contente, tout à fait tranquille. À tout moment, le monstre, cette horreur, pouvait bouger. Depuis sa maladie, surtout cela l'irritait, la blessait dans ses nerfs, lui faisait mal. Et toute la joie qui vient de la beauté, de l'amitié, que l'on éprouve à se bien porter, à être aimé, à rendre sa maison charmante, semblait chanceler, branler, et ployer, comme si vraiment il y avait un monstre qui rongeait les racines, et que toute la panoplie du bonheur ne fût que de l'égoïsme, l'horreur. « Sottise, sottise !» s'écria-t-elle en poussant la porte de Mulberry, le fleuriste. Elle entra, légère, grande, très droite, saluée aussitôt par Miss Payne, au visage joufflu, dont les mains rouges faisaient penser qu'elles avaient séjourné dans l'eau avec les fleurs. Ah, les fleurs, delphinium, pois de senteur, gerbes de lilas, œillets, des masses d'œillets, et les roses, les iris, oh oui. Elle respirait la douce odeur du jardin terrestre en causant avec Miss Payne, qui était son obligée et qui pensait qu'elle était bonne parce qu'elle l'avait été plusieurs années avant. Elle a été très bonne, mais elle a l'air vieillie cette année. Et elle tournait la tête à droite, à gauche, au milieu des iris et des roses, et elle s'approchait des gerbes de lilas, les yeux à demi clos, humant après le tumulte de la rue le délicieux parfum, la fraîcheur exquise. Puis elle ouvrit les yeux. Qu'elles étaient pures, les roses, pareilles à du linge tuyauté, frais, blanchi sur des clés d'osier.
Les œillets rouges dressaient la tête, affectés et mystérieux. Débordant des coupes, voici tous les pois de senteur, violets chinés, blancs de neige, pâles. C'est le soir, et des jeunes filles vêtues de mousseline sont sorties pour aller cueillir les pois de senteur et les roses. À la fin de ce jour d'été superbe, avec son ciel bleu si foncé, ses delphiniums, ses œillets, ses arômes. C'est l'instant entre 6 et 7 heures où toutes les fleurs, roses, œillets, iris, lilas, s'embrasent. Blanches, violettes, rouges ou oranges, chaque fleur semble brûler toute seule, douce, pure, dans la plate bande embrumée. Ravissant aussi les papillons gris clair qui tournoient sur l'héliotropes, sur les primes verts du soir. Elle allait avec Miss Pin de vase en vase, elle choisissait. Sottise, se disait-elle de plus en plus doucement, comme si cette beauté, ce parfum, cette couleur, et Miss Pin qui l'aimait, qui l'approuvait, formaient un flot, comme si ce flot la baignait, noyait cette horreur, ce monstre, le noyait tout à fait, la soulevait plus haut encore. Oh, une détonation dans la rue. Mon Dieu, ces automobiles, dit Miss Pin, en allant regarder à la fenêtre et en revenant avec un sourire d'excuse, les mains pleines de pois de senteur, comme si ces automobiles, ces pneus d'automobile étaient sa faute à elle. La violente explosion qui fit sursauter Mrs. Dalloway et conduisit Miss Pin à la fenêtre en s'excusant, venait d'une automobile qui s'était approchée du trottoir, juste en face de l'adeventure de Mulberry. Les passants qui naturellement s'arrêtèrent et regardèrent, eurent à peine le temps d'entrevoir un visage de la plus haute importance contre le capitonnage gris-perle, avant qu'une main d'homme n'eût rabattu le store et qu'il n'y eût plus rien à voir qu'un carré d'étoffe gris-perle. Cependant, des rumeurs se mirent tout de suite à circuler depuis le milieu de Bond Street jusqu'à Oxford Street d'un côté, jusqu'à la parfumerie d'Atkinson de l'autre, passant invisible, silencieuse, comme un nuage, rapide comme un voile sur les collines, tombant avec quelque chose de la sobriété et de la tranquillité soudaine d'un nuage sur une foule qui, une seconde auparavant, était tout à fait désordonnée. Mais à présent, le mystère l'avait effleuré de son aile. La voix de l'autorité s'était fait entendre, l'ange de la religion était dans l'air, les yeux bandés étroitement et les lèvres entr'ouvertes. Mais personne ne savait quel visage on avait vu. Celui du prince de Galles, de la reine, du premier ministre. Quel était ce visage? Nul ne le savait. Edgar J. Watkins, avec son rouleau de plomb autour du bras, dit tout haut, en plaisantant naturellement, la bagnole au ministre. Septimus Warren Smith, qui n'avait pu passer, l'entendit. Septimus Warren Smith, 30 ans environ, le visage pâle, le nez aquilin, des souliers bruns et un pardessus râpé et des yeux couleur de noisette, avec ce regard d'anxiété qui rend anxieux les étrangers eux-mêmes, le monde a brandi son fouet. Sur qui s'abattra-t-il? Tout s'était arrêté. La trépidation des moteurs résonnait comme un pouls battant irrégulièrement à travers tout le corps. Le soleil devint extraordinairement chaud parce que l'automobile s'était arrêtée en face de la devanture de Mulberry. De vieilles dames, sur l'impériale de l'autobus, déployèrent leurs ombrelles noires. Ici, une ombrelle verte. Là, une rouge, s'entr'ouvrir avec un petit crack. Mrs. Dalloway, à la fenêtre, les bras pleins de pois de senteur, regarda son petit visage rose froncé par l'attention. Tout le monde regardait l'automobile. Septimus regardait. Des gamins sautèrent de leur bicyclette. Les voitures s'accumulèrent et l'automobile restait là, avec ses stores baissés, ornés d'un dessin bizarre. « C'est un arbre », pensait Septimus, qui, voyant toutes les choses se réunir peu à peu en un centre devant lui, fut terrifié, comme si quelque objet monstrueux surgissait et allait prendre feu. Le monde vacillait et tremblait et menaçait de prendre feu. « C'est moi qui barre le passage, pensa-t-il. Est-ce qu'on ne me regarde pas en me montrant du doigt? Si je suis là fixé, enraciné au sol, il y a une raison, mais laquelle? Continuons, Septimus, dit sa femme, une petite personne avec de grands yeux dans un pâle visage pointu. Une Italienne. Mais Lucrezia elle-même ne put s'empêcher de regarder l'automobile, et sur les stores, le dessin en forme d'arbre. Était-ce la reine qui était dans la voiture? La reine qui faisait des courses? Le chauffeur, qui avait ouvert quelque chose, tourné quelque chose et fermé quelque chose, remonta sur le siège. « Allons, dit Lucrezia. » Mais son mari, car ils étaient mariés depuis 4 ou 5 ans à présent, sursauta, tressaillit et dit très bien, avec irritation, comme si elle l'avait interrompu.
Les gens les remarquent, les gens comprennent. Les gens, pensait-elle devant la foule qui regardait l'automobile. Les Anglais avec leurs enfants et leurs chevaux et leurs vêtements, qu'elle admirait en un sens, mais ce n'était à présent que des gens, parce que Septimus avait dit « Je me tuerai ». Affreuse parole. L'a-t-on entendu? Elle regarda la foule. Au secours, avait-elle envie de crier aux femmes, aux garçons bouchés. Au secours. Pas plus tard que l'automne dernier, ils s'étaient arrêtés tous les deux sur un des quais de la Tamise, enveloppés du même manteau, et comme Septimus lisait un journal au lieu de bavarder, elle le lui avait arraché des mains, et elle avait ri au nez du vieux monsieur qui les avait vus. Mais le malheur, on le cache. Il fallait l'emmener dans un parc. « Nous allons traverser maintenant, dit-elle. » Elle avait droit à son bras, quoiqu'il fût insensible. Mais il n'avait à lui donner à elle, si simple, si impulsive, 24 ans seulement, sans amis en Angleterre et qui avait quitté l'Italie pour l'amour de lui, qu'un bout d'os. Store baissé, réservé, impénétrable, l'automobile continua vers Piccadilly. Tout le monde regardait. Tous les visages, des deux côtés de la rue, reflétaient la même vénération profonde. Pour la reine, le prince, le premier ministre, on ne savait pas. 3 personnes seulement, pendant quelques secondes, avaient entrevu un visage. On discutait même sur le sexe. Mais nul ne doutait qu'un grand personnage ne fût à l'intérieur. La grandeur passée, cachée, dans Bond Street, tout près des gens ordinaires qui se trouvaient un jour dans leur vie, à portée de voix des majestés de l'Angleterre, du symbole durable d'un État qu'étudieront plus tard les archéologues dans les fouilles et dans les ruines. Alors, quand Londres ne sera plus que sentier couvert d'herbe, et quand de tous ceux qui, ce mercredi matin, se pressent dans la rue, il ne restera plus que des ossements avec quelques alliances mêlées à leur poussière et l'or d'innombrables dents carriées, on saura quel était ce visage qui se cachait dans l'automobile. C'est sans doute la reine, pensa Mrs. Dalloway, qui sortait avec ses fleurs de chez Mulberry. La reine. Et elle prit, pour une seconde, un grand air de dignité debout, à côté du magasin, dans le soleil, tandis que la voiture passait lentement, store baissé. La reine va visiter un hôpital. La reine va ouvrir une vente, pensa Clarissa. L'encombrement était terrible à cette heure-là. Lord, Ascot, Hurlingham. Y a-t-il autre chose, se demanda-t-elle, car la rue était embouteillée. Ces gens assis sur l'impériale des autobus ont des paquets, des parapluies, même des fourrures, par un jour comme celui-ci. Quoi de plus ridicule, de plus invraisemblable que la bourgeoisie anglaise? Et la reine elle-même est arrêtée. La reine elle-même ne peut passer. Clarissa était retenue d'un côté de Brook Street. Sir John Buckhurst, le vieux juge, l'était de l'autre. La voiture entre deux. Sir John, avec toutes ses années de magistrature, aimait les femmes élégantes. Mais le chauffeur, se penchant un petit peu, dit quelque chose au policeman qui salua, leva le bras, fit ranger l'autobus d'un signe de tête et la voiture passa. Lentement, très silencieusement, elle prit sa route. Clarissa devina, comprit. Elle avait vu quelque chose de blanc, de magique, de rond dans la main du valet de pied. Un disque où était inscrit un nom. La reine, le prince de Galles, le premier ministre, qui par son éclat s'ouvrait un passage. Voilà la voiture qui diminue, qui disparaît vers Buckingham Palace, où ce soir, au milieu des lustres qui scintillent, des dorures qui étincellent, se trouveront, la poitrine chamarrée de broderie, Hugh Whitbread et ses collègues, toute la société de l'Angleterre. Et Clarissa aussi donnait une soirée. Elle se redressa un peu, c'était vrai. Elle se tiendrait au sommet de son escalier. La voiture avait passé, laissant derrière elle comme un léger sillage, un peu d'agitation dans les magasins de gants, de chapeaux, des deux côtés de Bond Street. Pendant quelques secondes, toutes les têtes se penchèrent dans la même direction, vers l'aventure. En choisissant leurs gants, jusqu'au coude, au-dessus du coude, beige, gris-perle, les femmes s'arrêtèrent. Quand elles reprirent leurs phrases, quelque chose était arrivé, une chose de si peu d'importance qu'un instrument de précision assez sensible pour déceler un séisme survenu en Chine n'aurait pu en enregistrer la vibration, mais dans son ensemble, presque formidable, presque émouvante, car chez tous les chapeliers, chez tous les tailleurs, des gens qui ne se connaissaient pas se regardèrent et pensèrent aux morts, au drapeau, à l'Empire. Dans un public house d'une petite rue, un colonel insulta la maison de Windsor, ce qui entraîna des injures, des bocs brisés, une rixe générale. De l'autre côté de la rue,
Les échos résonnèrent, étranges, aux oreilles des jeunes filles qui choisissaient pour leurs noces du linge frais, garni de purs rubans blancs. L'excitation causée par le passage de la voiture effleurait, en se dissipant, des choses très profondes. La voiture, glissant vers Piccadilly, tourna dans St. James Street. De beaux hommes, des hommes de robuste apparence, des hommes bien mis avec leurs jaquettes, leurs dépassants blancs et leurs cheveux ramenés en arrière, qui sans but précis se trouvaient dans le beau window de White et regardaient au dehors, les mains derrière les basques de leurs habits, comprirent instinctivement que la grandeur passait. Et la pâle lumière de l'immortelle présence les toucha, comme elle avait touché Clarissa Dalloway. Aussitôt ils se redressèrent, ramenèrent leurs mains, et parurent prêts à servir leur souverain jusqu'à la bouche du canon, s'il le fallait, comme leurs ancêtres avaient fait avant eux. Les bustes blancs dans le fond, et les petites tables couvertes de numéros du Tatler et de bouteilles de soda, semblaient approuver, évoquer le blé ondoyant et les manoirs de l'Angleterre, et renvoyer le bruit léger du moteur, comme sous les voûtes d'une galerie acoustique, une simple voix est renvoyée, sonore, amplifiée de toute la puissance d'une cathédrale. Moll Pratt, dans son châle, sur le trottoir, près de ses fleurs, acclamait le cher garçon. Pour sûr, c'était le prince de Galles. Et aurait bien lancé le prix d'un pot de bière, une gerbe de roses, dans St. James Street, rien que par joyeux mépris de la pauvreté, si elle n'avait senti sur elle le regard du constable qui décourageait son loyalisme de vieille Irlandaise. Les sentinelles de St. James saluèrent, le policeman de la reine, Alexandra, approuva. Une petite foule s'était formée cependant aux portes de Buckingham Palace. Badauds, confiants, tous pauvres gens, ils attendaient, ils regardaient le palais et son drapeau au vent, la statue de Victoria massive sur son monticule, admiraient les fontaines en gradins, les géraniums, se méprirent et acclamèrent l'automobile d'un simple promeneur, reprirent leur enthousiasme et le gardèrent intact, tandis que passaient d'autres voitures, tout le temps, le bruit s'accumulait dans leurs veines et les faisait tressaillir d'excitation à la pensée du roi qui les regarderait, de la reine qui s'inclinerait, du prince qui saluerait, de la vie merveilleuse que Dieu accorde au roi. Les écuyers, les profondes révérences, et la vieille maison de poupée de la reine et la princesse Marie qui a épousé un Anglais, et le prince, le prince. Il tenait étonnamment, disait-on, du vieux roi Édouard, beaucoup plus mince, cependant. Le prince vivait à St. James. Mais pourquoi ne viendrait-il pas voir sa mère le matin? C'est ce que dit Sarah Bletchley, qui tenait son bébé dans ses bras et battait du pied comme si elle était chez elle au coin de son feu à Pimlico, mais elle ne quittait pas le mal des yeux, tandis qu'Emily Coates dénombrait les fenêtres du palais et pensait aux servantes. Combien peut-il y en avoir? Et aux chambres à coucher. Que de chambres à coucher. Un vieux monsieur avec un terrier d'Aberdeen, des gens inoccupés, grossirent la foule. Le petit Mr. Bowley, qui vivait à l'Albanie et qui était froid comme du marbre devant les profondes émotions de la vie, mais qui pouvait s'échauffer tout d'un coup, maladroitement, sentimentalement, devant cette sorte de choses. De pauvres femmes, attendant pour voir passer la reine. De pauvres femmes, de gentils petits-enfants, des orphelins, des veuves. La guerre, chut, chut, avait vraiment des larmes dans les yeux. La brise qui soufflait, si chaude le long du mal, à travers les arbres minces, près des héros de bronze, déploya un drapeau dans la poitrine anglaise de Mr. Bowley. Il souleva son chapeau quand la voiture tourna dans le mal, le tendit très haut quand la voiture approcha, laissa les pauvres mères de Pimlico se presser contre lui et se tint très droit. La voiture arriva. Tout à coup, Mrs. Coates regarda dans le ciel. Le bruit d'un aéroplane vibrait formidablement aux oreilles de la foule. Le voilà au-dessus des arbres, et derrière lui, formant des boucles et des tortillons, une fumée écrivait quelque chose, traçait des lettres dans le ciel. Tout le monde regarda en l'air. Il piqua du nez, s'élança tout droit, fit une boucle, fila, s'affaissa, se releva, et toujours, partout, flottait derrière lui une épaisse barre floconneuse de fumée blanche, dont les boucles et les arabesques formaient des lettres sur le ciel. Quelles lettres? Était-ce bien un C, un E, puis une L? Un instant seulement, elles restèrent immobiles, puis elles bougèrent, se brouillèrent et s'effacèrent au ciel. Et l'aéroplane s'élança plus loin. Et dans un autre coin du ciel se mit de nouveau à écrire un K, un E, un Y peut-être. « Glaxo » dit Mrs. Coates, d'une voix tendue et solennelle.
Elle regardait en l'air et son bébé raide et pâle dans ses bras regardait en l'air. « Crimo !» murmura Mrs. Bletchley, comme une somnambule. Tenant son chapeau parfaitement immobile, Mr. Bowley regardait droit en l'air. Tout le long du mal, les gens s'étaient arrêtés et levaient les yeux vers le ciel. Tandis qu'ils regardaient, le monde entier faisait silence, et un vol de mouettes traversa le ciel. D'abord une, qui conduisait, puis une autre, et dans cet extraordinaire silence, dans cette paix, cette pâleur, cette pureté, les cloches sonnèrent 11 fois, et le son s'éteignit là-haut parmi les mouettes. L'aéroplane vira, fila et fonça exactement où il voulait, vif, leste comme un patineur. « C'est un E, dit Mrs. Bletchley. « Ou un danseur. »« C'est Toffy, murmura Mr. Bowley. Et la voiture passa les portes et personne ne la regarda. Puis, arrêtant sa fumée, il s'élança plus loin encore, et la fumée se dissipa et se joignit aux larges formes blanches des nuages. Il était parti derrière les nuages, plus de bruit. Les nuages auxquels les lettres E, G ou L s'étaient jointes s'avançaient librement, chargés, semblait-il, dans leur traversée d'ouest en est, d'une mission de la plus grande importance qui ne serait jamais révélée. Sûrement c'était cela, une mission de la plus grande importance. Puis tout d'un coup, comme un train sort d'un tunnel, l'aéroplane bondit hors des nuages avec ses boucles de fumée derrière lui, perçant les oreilles de toute la foule dans le Mall, dans Green Park, dans Piccadilly, dans Regent Street, dans Regent Park. Et il descendit, et il s'éleva et traça des lettres les unes après les autres. Quels mots écrivait-il? Lucrezia Warren Smith, assise à côté de son mari sur un banc de la grande allée de Regent's Park, leva la tête. « Regarde, Septimus, regarde » cria-t-elle, car le docteur Holmes lui avait dit de tâcher d'interroger. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.